Mon frère Arthur a levé son verre de vin et m'a regardé depuis l'autre bout de la table. Éléanore, tu as retiré de l'argent du fonds d'investissement que j'ai ouvert pour toi il y a 3 ans. Je me suis figé, complètement paralysé. Quel fonds, ai-je demandé, ma voix étant à peine un murmure. Le verre de ma fille Meghan a failli se renverser. J'ai vu ses doigts trembler autour du cristal. Mon gendre Marc est devenu blanc, complètement blanc, comme s'il venait de voir un fantôme. Il a laissé tomber sa fourchette sur son assiette dans un cliquetis sec qui a résonné dans le silence. Arthur a froncé les sourcils. Il s'est penché en avant, perplexe. Comment ça, quel fonds, Éléanore? Le fonds d'investissement que j'ai ouvert à ton nom. Il y a 3 ans. 500 000 $. Tu es l'unique bénéficiaire. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. 500 000 $. 3 ans. Je n'en savais rien. Absolument rien. J'ai regardé Meghan. Son visage était rigide. Ses yeux évitaient les miens. Marc avait arrêté de respirer. Je l'ai remarqué parce que sa poitrine ne bougeait plus. Il était immobile comme une statue. Arthur, ai-je dit lentement, sentant chaque mot sortir de ma bouche comme s'il pesait une tonne. Je n'ai jamais reçu aucun document. Je n'ai jamais été au courant pour cet argent. Mon frère a pâli. C'est impossible. J'ai envoyé tous les papiers à cette adresse, à ton nom. Signé, notarié. J'ai même appelé pour confirmer qu'ils étaient bien arrivés. Un silence si profond s'est installé que je pouvais entendre l'horloge murale du salon. Chaque tic-tac résonnait comme un coup de marteau. Arthur a regardé Meghan. As-tu reçu un courrier recommandé pour ta mère? Quelque chose de la First American Trust? Meghan a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Je ne me souviens pas. Comment ça, tu ne te souviens pas? La voix d'Arthur est montée d'un ton. Je parle d'une enveloppe recommandée avec des sceaux officiels. Impossible à oublier. Marc s'est levé brusquement de sa chaise. Je vais aux toilettes, a-t-il marmonné, mais sa voix semblait brisée, désespérée. Arthur l'a suivi des yeux pendant qu'il partait. Puis il m'a regardé. Éléanore, es-tu sérieuse? Tu n'as jamais vu ces documents? J'ai secoué la tête. J'ai senti une boule dans ma gorge de la taille d'une pierre. Jamais, Arthur. Je le jure. Mon frère a sorti son téléphone. Ses doigts ont survolé l'écran. Il a appelé la banque. Il a mis le haut-parleur. Une voix aimable a répondu. First American Trust. Bonsoir. Ici Arthur Reynolds. J'ai besoin d'informations sur le compte d'investissement numéro 4471883922206. Il y a eu un moment d'attente, des cliquetis de touche, puis la voix est revenue. Oui, monsieur Reynolds. Le compte est actif. Solde actuel, 120 000 $. Le monde s'est arrêté. Combien? A demandé Arthur, incrédule. 120 000 $, monsieur. C'est impossible. J'ai déposé 500 000 $ il y a 3 ans. Avec les rendements, il devrait y avoir plus de 600 000 $. La femme de la banque a marqué une pause. Monsieur, il y a eu des retraits constants. Le plus récent date d'il y a 2 semaines, d'un montant de 30 000 $. Arthur a serré le téléphone si fort que j'ai cru qu'il allait le casser. Qui a autorisé ces retraits? La bénéficiaire, Éléanore Reynolds. Selon nos dossiers, elle a personnellement signé chaque demande. J'ai eu le vertige. La pièce a commencé à tourner. C'est un mensonge, ai-je chuchoté. Je n'ai jamais rien signé. Arthur a raccroché. Il m'a regardé avec un mélange d'horreur et de compréhension. Éléanore, où gardes-tu tes papiers importants? Dans ma chambre. Dans le tiroir de la table de chevet. Est-ce que Meghan a accès à ce tiroir? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Meghan possédait cette maison. Je n'étais qu'une invitée. Un fardeau. Un vieux meuble qui prenait de la place. Mon frère s'est levé. Il a monté les escaliers comme un ouragan. Je l'ai suivi, les jambes tremblantes. Meghan est restée dans la salle à manger, immobile, le visage couleur de cire. Arthur a ouvert le tiroir de ma table de chevet.
Il en a sorti mon vieux portefeuille, mes factures médicales, ma vieille photo, et tout au fond, soigneusement plié, il a trouvé une enveloppe blanche. Il l'a ouverte. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents, des relevés bancaires, des demandes de retrait, et sur chacun d'eux, ma signature, mais ce n'était pas ma signature. C'était une imitation. Une bonne imitation, une très bonne imitation, mais ce n'était pas la mienne. Arthur m'a montré les pages. Tu as signé ça. J'ai pris les papiers de mes mains tremblantes. J'ai regardé chaque ligne, chaque numéro, chaque date. 380 000 $ volés en petits retraits espacés, soigneusement planifiés sur 3 ans. Non, ai-je dit d'une voix brisée. Ce n'était pas moi. Mon frère a fermé les yeux. Il a pris une profonde inspiration. Alors je sais qui c'était. Nous sommes descendus en silence. Megan était toujours assise. Mark était revenu, mais il se tenait près de la fenêtre, regardant la rue comme s'il voulait s'enfuir. Arthur a posé les documents sur la table. Quelqu'un a imité la signature d'Eleanor. Quelqu'un a intercepté le courrier de la banque. Quelqu'un a volé cet argent pendant 3 ans. Megan n'a pas levé les yeux. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu ne sais pas? Regarde ces dates. Regarde ces montants. 30 000 $ ici, 40 000 $ là. Toujours juste après que tu m'as appelé en disant que tu avais besoin d'argent pour des réparations à la maison, pour la voiture, pour les frais de scolarité de l'école privée des enfants. Mark s'est retourné. Arthur, c'est un malentendu. Ce n'est pas un malentendu. C'est un vol. C'est une fraude, et je vais aller jusqu'au bout de cette histoire. Megan m'a enfin regardé, et dans ses yeux, je n'ai vu aucun remords. J'ai vu de la peur. La peur d'être découverte, la peur de perdre ce qu'elle avait construit avec mon argent. Mais j'ai aussi vu autre chose, du mépris. Comme si je n'avais aucun droit sur cet argent, comme s'il était naturel pour elle de le prendre. Je me suis levé lentement, très lentement. J'avais l'impression de me déplacer sous l'eau. Megan, ai-je dit avec un calme que je ne me connaissais pas. Où est mon argent? Elle a serré les lèvres. Je ne sais pas de quoi tu parles, maman. Mon argent. Les 500 000 $ que ton oncle a mis à mon nom. Où est-il? Je n'ai pas ton argent. Mais sa voix tremblait et Mark regardait le sol. Arthur a frappé du poing sur la table. J'embauche un avocat. J'embauche un détective privé. Et je vais récupérer jusqu'au dernier centime. Même si je dois te poursuivre en justice, Megan, même si je dois t'envoyer en prison. Megan s'est levée d'un bond. Tu vas me menacer dans ma propre maison. Cette maison, a dit Arthur d'une voix glaciale, a probablement été achetée avec l'argent de ta mère. Le silence qui a suivi a été dévastateur. J'ai regardé ma fille, mon gendre, mon frère. Et pour la première fois en 3 ans, quelque chose en moi a changé. Il n'est pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai juste pensé avec une clarté absolue, ils ne savent pas que j'ai déjà un plan. Ils ne savent pas que j'observe. Que j'attends. Que ce moment était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai pris mon manteau sur le porte-manteau. Je vais me coucher, ai-je dit calmement. Bonne nuit. J'ai monté les escaliers. J'ai fermé la porte de ma chambre. Je me suis assise sur le lit et j'ai souri, car ils pensaient que j'étais une vieille femme impuissante, mais ils allaient bientôt découvrir qui était réellement Eleanor Reynolds. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée assise dans mon lit, le dos contre le mur froid, les yeux rivés au plafond. Les mots d'Arthur continuaient de rebondir dans ma tête comme une balle hors de contrôle. 500 000 $, 3 ans, contrefaçon. J'ai essayé de me rappeler quand tout avait commencé. Quel avait été le moment exact où ma vie était devenue cela? Être une étrangère dans la maison de ma propre fille. C'était après la mort de Michael, mon mari. Cela faisait 4 ans qu'avaient eu lieu ses funérailles. 4 ans que le cancer l'avait emporté en 6 mois brutaux qui nous avaient laissés sans souffle et ruinés. Les traitements avaient tout consommé. La maison que nous possédions, petite mais bien à nous, avait dû être vendue pour payer les dettes de l'hôpital. Quand Michael a fermé les yeux pour la dernière fois, j'avais 72 ans et je n'avais plus rien d'autre qu'une valise de vêtements et quelques souvenirs. Megan s'était présentée à l'enterrement avec Mark.
Elle me d'abord serré dans ses bras. Elle avait pleuré avec moi. Elle m'avait dit de ne pas m'inquiéter, qu'il prendrait soin de moi. Viens vivre avec nous, maman. Nous avons de la place. Tu ne peux pas rester seule. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas être un fardeau. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je n'avais pas de maison. Je n'avais pas d'argent. Mon chèque de sécurité sociale couvrait à peine mes médicaments. Alors, j'ai accepté. Les premiers mois ont été agréables. Megan me traitait avec gentillesse. Elle m'avait donné la chambre d'amis, petite mais confortable. Nous mangions ensemble. Nous discutions. Mais peu à peu, les choses ont changé. D'abord, ce furent de petites remarques. Maman, pourrais-tu nettoyer la cuisine après avoir mangé? Je travaille toute la journée. Maman, peux-tu emmener les enfants à l'école? Je suis en retard. Maman, j'ai besoin que tu gardes les jumeaux ce soir. Marc et moi avons un dîner important. Je disais oui. Je disais toujours oui parce que je pensais que c'était ma façon de payer pour le toit au-dessus de ma tête. Puis les remarques sont devenues plus dures. Maman, tu utilises trop d'eau chaude. Maman, est-il nécessaire de laisser la lumière allumée toute la nuit? Maman, tu pourrais manger moins. Les courses coûtent cher. Et enfin, les remarques sont devenues cruelles. Megan a dit cela il y a 6 mois. Nous étions dans la cuisine. Je faisais la vaisselle. Elle est entrée avec un dossier de factures et l'a jeté lourdement sur la table. Regarde ça. L'eau, l'électricité, la nourriture, tout a augmenté depuis ton arrivée. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais je n'ai rien dit. J'ai juste continué à laver la vaisselle de mes mains tremblantes. Megan a soupiré. Je ne te dis pas ça pour te faire du mal, maman. Je dis juste que nous devons être réalistes. Marc et moi travaillons dur. Et toi, tu ne produis plus rien. Tu ne produis plus rien. Ces mots sont restés plantés dans ma poitrine comme des éclats de verre. À partir de ce jour, j'ai commencé à me rendre invisible. Je mangeais moins. Je parlais moins. Je m'enfermais dans ma chambre la majeure partie du temps. J'essayais de ne déranger personne. J'essayais de ne pas exister. Marc était pire que Megan. Il ne m'insultait jamais directement, mais son mépris était évident dans chacun de ses gestes. Dans sa façon de détourner le regard quand j'entrais dans une pièce, dans sa façon de soupirer quand je posais une question, dans sa façon de parler de moi comme si je n'étais pas là. Ta mère a encore laissé la cuisinière allumée, disait-il fort à Megan, alors même que j'étais assise juste là dans le salon. Ta mère a oublié de sortir les poubelles. Ta mère utilise mon shampoing. J'ai commencé à croire que c'était vrai, que j'étais un fardeau, que j'étais un problème, que mon existence était un inconvénient pour tout le monde. Je me levais avant l'aube pour ne pas les croiser dans la salle de bain. Je me préparais du thé froid pour ne pas utiliser la cuisinière. Je sautais des repas pour que la nourriture dure plus longtemps. J'ai arrêté d'appeler mes amis. J'ai arrêté de sortir. J'ai arrêté de faire les choses que j'aimais. Je suis devenu un fantôme dans ma propre vie. Et puis est venu Noël. Arthur a appelé 2 semaines auparavant pour annoncer qu'il venait de Miami. Nous ne nous étions pas vus depuis 5 ans. Il avait bâti une entreprise d'import-export qui lui rapportait plus d'argent que nous n'en avions jamais rêvé lorsque nous étions enfants dans cette ville poussiéreuse où nous avions grandi. Megan était ravie de la nouvelle. Elle a nettoyé la maison de fond en comble, acheté de la nourriture coûteuse, décoré le sapin avec de nouvelles lumières. Ton oncle est un homme important, maman. On ne doit pas avoir l'air minable. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Le jour de l'arrivée d'Arthur, Megan m'a demandé de rester dans ma chambre. Nous allons simplement l'accueillir avec un dîner spécial. Et toi? Eh bien, tu sais, nous ne voulons pas que tu te fatigues. J'avais parfaitement compris. Il ne voulait pas que leur oncle millionnaire voie la vieille femme encombrer le salon. Mais Arthur est monté dès son arrivée. Il a ouvert ma porte sans frapper et m'a serré si fort dans ses bras qu'il m'a presque coupé le souffle. Eleanor, ma sœur, tu m'as tellement manqué. J'ai pleuré sur son épaule. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ce soir-là, pendant le dîner, Arthur a parlé de sa vie à Miami, de ses affaires, de ses voyages, puis il m'a regardé avec ce sourire chaleureux qu'il avait toujours.
Eleanor, il y a 3 ans, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire dès la mort de Michael. J'ai ouvert un fonds d'investissement à ton nom, de 500 000 $, pour que tu n'aies plus jamais à dépendre de personne, pour que tu puisses vivre avec dignité. Et puis il a posé la question qui a tout changé, tu as retiré de l'argent du fonds, n'est-ce pas? À présent, allongé dans mon lit avec la porte verrouillée, les pièces commençaient à s'assembler dans mon esprit comme un puzzle macabre. Je me suis souvenu de toutes les fois où Megan récupérait le courrier avant moi. Ce ne sont que des publicités, maman. De la poubelle. Je me suis souvenu de toutes les fois où elle me demandait de signer des papiers sans m'expliquer ce que c'était. C'est juste une autorisation pour l'école des enfants. Signe ici. Je me suis souvenu qu'il y a 2 ans, Megan et Mark avaient acheté une nouvelle voiture, une BMW noire étincelante. Nous avons obtenu un prêt incroyable à la banque, avait dit fièrement Mark. Je me suis souvenu des vacances qu'ils avaient prises en Europe l'année dernière. 2 semaines à Paris et à Rome. Nous avons économisé pendant des années pour ce voyage, avait dit Megan. Je me suis souvenu de la façon dont ils avaient rénové la cuisine, remplacé tous les meubles du salon, comment les jumeaux avaient commencé à fréquenter une école privée coûteuse, alors que moi, leur mère, je mangeais des restes et portais des vêtements d'occasion. Ils m'ont volé mon argent, mon propre argent, l'argent que mon frère avait placé là pour que je puisse vivre dignement, pour que je puisse avoir mon propre logement, pour que je ne me sente plus jamais encombrante. Et ils l'ont pris. Pendant que je me faisais petite, que je m'excusais d'exister, que je croyais être un fardeau, ils utilisaient mon argent pour vivre comme des rois. J'ai senti quelque chose bouillir en moi. Ce n'était pas seulement de la rage. C'était quelque chose de plus profond, de plus froid, de plus dangereux. C'était une clarté absolue. Je suis sorti du lit. Je me suis approché de la fenêtre. J'ai regardé la rue sombre. Et j'ai pris une décision. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. J'allais supplier. J'allais faire quelque chose de bien pire, j'allais planifier. Arthur avait dit qu'il engagerait un avocat, un détective. Mais je savais que cela prendrait du temps, des mois, peut-être des années. Et d'ici là, Megan et Mark auraient tout caché. Ils auraient effacé les preuves. Ils auraient trouvé un moyen de me faire porter le chapeau. Non, je devais faire cela moi-même, de mes propres mains, avec ma propre stratégie. J'ai commencé à me rappeler des choses apprises au cours de ma vie. De petits détails, des conversations, des noms. Rita, ma voisine de l'ancien quartier, la seule amie qui m'appelait encore de temps en temps. Elle travaillait dans un cabinet d'avocats avant de prendre sa retraite. Elle connaissait des avocats. Elle connaissait des enquêteurs. Howard Mason, le comptable qui gérait les finances de Michael lorsque nous avions notre petit commerce de tissus. Un homme honnête, méticuleux. Si quelqu'un pouvait retracer l'argent, c'était lui. Et Arthur, mon frère, avec ses relations, son argent, sa colère. J'avais des alliés. J'avais juste besoin de temps et de patience. Je me suis rassise sur le lit. J'ai pris un vieux carnet dans le tiroir, un stylo, et j'ai commencé à écrire. Date, 26 décembre. Premier retrait suspect selon les documents. 15 janvier, il y a 3 ans, 40 000 $. Achat de la BMW. Février, il y a 2 ans, voyage en Europe. Juillet de l'année dernière, rénovation de la cuisine. Octobre de l'année dernière. Chaque donnée, chaque date, chaque dépense qui ne correspondait pas aux revenus que Megan et Mark prétendaient avoir. J'ai écrit pendant des heures, jusqu'à ce que le soleil commence à se lever à travers la fenêtre, puis j'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai caché le carnet sous le matelas. Je me suis allongé. J'ai fermé les yeux. La porte s'est ouverte lentement. C'était Megan. J'ai senti son approche. Elle s'est tenue près de mon lit. « Maman » a-t-elle chuchoté, « tu es réveillée. » Je n'ai pas bougé. J'ai respiré lentement comme si j'étais profondément endormi. Elle a soupiré. J'ai senti sa main toucher mon front, un geste qui était autrefois d'affection. Maintenant, ce n'était qu'une vérification. La vérification que j'étais toujours la vieille femme impuissante qu'il pouvait contrôler. « Pardonne-moi, maman » a-t-elle murmuré. Mais je ne peux pas perdre tout ce que j'ai construit. Je ne peux pas, elle est partie. Elle a fermé la porte avec précaution.
J'ai ouvert les yeux et j'ai souri dans l'obscurité parce que ma fille venait d'avouer et que j'avais tout entendu. 2 jours ont passé avant que je n'ose bouger. 2 jours durant lesquels j'ai fait semblant d'être malade, faible, confuse. Je suis resté au lit la majeure partie du temps. J'ai à peine mangé. Quand Megan entrait pour me demander comment j'allais, je me contentais de gémir et de fermer les yeux. Je pense que le choc de Noël l'a affectée, l'ai-je entendu dire à Marc dans le couloir. Elle n'est pas bien. On devrait peut-être l'emmener chez le médecin. Non, a rapidement répondu Marc. Pas de médecin. Pas de bruit. Arthur pose déjà trop de questions. Parfait. Exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Le 3e jour, quand la maison était vide, je me suis levé. Je me suis habillé de vêtements sombres. J'ai pris les clés en double que Megan gardait dans la cuisine, et je suis parti. Cela faisait des mois que je n'avais pas marché seul dans la rue. J'ai senti l'air froid frapper mon visage et pendant un instant, je me suis arrêté, prise de vertige, submergé, mais j'ai pris une grande inspiration et j'ai continué. J'ai pris un bus pour le centre-ville. Je suis descendu sur la place principale. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à atteindre un bâtiment gris arborant une plaque discrète, Bridge, Investigation, Legal Service. Je suis entré. Une jeune secrétaire m'a regardé avec surprise. Elle ne s'attendait probablement pas à voir une femme de 72 ans demander un détective privé. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de parler à quelqu'un. C'est urgent. C'est à propos d'une fraude. Elle a hésité un moment. Puis elle a décroché le téléphone. Laissez-moi voir si Monsieur Bridge peut vous recevoir. 5 minutes plus tard, j'étais assise en face d'un homme d'une 50aine d'années. Cheveux gris, yeux sérieux. Ryan Bridge. Le nom était gravé sur une plaque posée sur son bureau. Madame Reynolds. Eleanor Reynolds. Dites-moi, Madame Reynolds, comment puis-je vous aider? Je lui ai tout raconté depuis le début, de la mort de Michael à la question d'Arthur à Noël. Je lui ai montré les documents que j'avais trouvés dans ma chambre, les signatures imitées, les retraits, les dates. Ryan a écouté sans m'interrompre. Il prenait des notes sur un petit bloc-notes. Quand j'ai fini de parler, et s'est adossé à sa chaise et m'a regardé intensément. C'est une fraude, une contrefaçon de documents, un vol. Votre fille et votre gendre pourraient aller en prison. Je sais. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? C'est votre famille. J'ai pensé aux mots de Megan, tu ne produis plus rien. J'ai pensé aux années d'humiliation. Aux nuits où j'avais eu faim pour ne pas gaspiller leur nourriture. À la façon dont ils m'avaient fait me sentir invisible. Je suis sûr. Ryan a hoché la tête. J'aurais besoin d'un accès au dossier de la banque. Il me faut des preuves solides qu'ils ont retiré cet argent. Et j'ai besoin de temps. Cela pourrait prendre des semaines, voire des mois. Combien prenez-vous? 3 000 $ d'acompte, puis 2 000 $ par mois jusqu'à la fermeture du dossier. Je n'avais pas une telle somme. J'avais à peine 200 $ d'économie provenant de mes chèques de sécurité sociale. Ryan a dû voir la panique sur mon visage. Madame Reynolds, il y a une autre option. Si votre frère est prêt à financer l'enquête. Il l'est, ai-je dit rapidement. Laissez-moi l'appeler. Je suis sorti dans la rue. J'ai composé le numéro d'Arthur. Il a répondu à la 2e sonnerie. Eleanor, où es-tu? Megan m'a dit que tu étais malade, au lit. Je suis en ville. Arthur, j'ai trouvé un détective privé. J'ai besoin de ton aide. Il y a eu un silence. Dis-moi où tu es. J'arrive. Une demi-heure plus tard, Arthur entrait dans le bureau de Ryan Bridge. Il avait une mallette sous le bras et cette expression que je connaissais depuis l'enfance. L'expression qu'il prenait quand quelqu'un s'en prenait à sa famille. Monsieur Bridge, a dit Arthur en lui serrant la main. Je crois comprendre que ma sœur a besoin de vos services. C'est exact. Fixez votre prix. Quoi qu'il en coûte. Je veux que vous retrouviez chaque centime qu'ils ont volé. Je veux des preuves irréfutables, et je les veux rapidement. Ryan a souri légèrement. J'aime votre style, Monsieur Reynolds. Commençons. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons tous les 3 passé en revue les documents. Arthur a fourni des copies de tous les documents bancaires.
Ryan a pris des photos. Il a passé des appels. Il a noté des noms. Je vais avoir besoin d'accéder à la maison, a-t-il dit enfin. S'ils ont caché des documents, je dois les trouver. C'est un problème, ai-je dit. Megan vérifie tout. Si elle remarque que quelque chose a bougé. Ne vous inquiétez pas, a interrompu Ryan. J'ai mes méthodes. Est-ce qu'elle quitte la maison régulièrement? Les mardis et jeudis, elle va au sport de 10h à midi. Parfait. J'installerai une petite caméra dans votre chambre. De cette façon, vous pourrez enregistrer toutes les conversations suspectes. Et mardi, j'entrerai pour fouiller la maison. Je me suis figé. Une caméra? Dans ma chambre? C'est légal. C'est votre espace privé. Personne ne peut vous empêcher d'y installer une caméra. Et s'ils entrent et disent quoi que ce soit de compromettant, ce sera enregistré. J'ai regardé Arthur. Il a hoché la tête. C'est une bonne idée, Eleanor. Ryan a sorti un tout petit appareil de son tiroir. On aurait dit un chargeur de téléphone ordinaire. Ça se branche sur la prise murale. Il y a une caméra intégrée. Ça enregistre l'audio et la vidéo. C'est activé par le mouvement. Personne ne soupçonnera quoi que ce soit. Je l'ai pris de mes mains tremblantes. Et s'ils le trouvent? Ils ne le trouveront pas, croyez-moi. Nous avons quitté le bureau 2 heures plus tard. Arthur m'a emmené manger dans un restaurant calme près du parc. Nous avons commandé des cafés et des sandwichs. Cela faisait des années que je n'avais pas mangé dans un restaurant. Eleanor, a dit Arthur en prenant ma main à travers la table. Pourquoi ne m'as-tu pas dit comment il te traitait? J'ai baissé les yeux. Je pensais que c'était ma faute. Je pensais que j'étais un fardeau. Tu n'as jamais été un fardeau. Tu es ma sœur. Je t'aime et je vais régler ça. Je te le promets. J'ai pleuré là, en plein milieu du restaurant, tandis que le café refroidissait devant moi. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de Michael. Arthur m'a serré contre lui. Il m'a laissé pleurer sur son épaule jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Nous allons récupérer ton argent, a-t-il dit d'une voix ferme. Et nous allons leur faire payer ce qu'ils ont fait. Je suis rentré à la maison au crépuscule. Megan était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle m'a regardé, surprise. Maman, où étais-tu? J'étais inquiète. Oh, juste en promenade. J'avais besoin de prendre l'air. Tu aurais pu tomber. Tu aurais pu te perdre. Je vais bien, Megan. Je suis monté lentement, jouant un rôle plus faible que je ne l'étais en réalité. Je suis entré dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte. J'ai sorti l'appareil que Ryan m'avait donné. Je l'ai branché sur la prise à côté de mon lit. Le petit voyant vert a clignoté 2 fois puis s'est éteint. Il fonctionnait. Je me suis assise sur le lit. J'ai pris une grande inspiration. Maintenant venait la partie la plus difficile. Je devais faire comme si de rien n'était. Je devais prétendre être toujours cette vieille femme confuse et faible qu'il s'attendait à voir. Je devais attendre. Ce soir-là, au dîner, Mark m'a regardé avec méfiance. « Ta mère est sortie aujourd'hui », a-t-il dit à Megan. Seule en ville. Megan m'a regardé. « Tu es allée en ville, maman ? » Juste pour marcher un peu. J'avais besoin d'air. Tu n'es pas allée ailleurs? Non, ma chérie. J'ai juste marché. Mark a froncé les sourcils mais n'a rien ajouté. Après le dîner, je suis monté tôt dans ma chambre. Je me suis mis au lit. J'ai éteint la lumière et j'ai attendu. À minuit, j'ai entendu des pas dans le couloir, puis des murmures. Megan et Mark parlaient devant ma porte. Elle se comporte bizarrement, a dit Mark. Quelque chose a changé. C'est juste la vieillesse, a répondu Megan. Parfois, ils ont de bons jours. Je n'aime pas ça. Ton oncle pose des questions. Elle est sortie seule. Et si elle était allée parler à quelqu'un? À qui parlerait-elle? Elle n'a pas d'amis. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a personne. Il y a eu un silence. Nous devons en être sûrs, a fini par dire Mark. Fouille sa chambre demain. Cherche tout ce qui est suspect.
Je le ferai. Les bruits de pas se sont éloignés. J'ai souri dans l'obscurité. Parfait. Qu'il vérifie. Qu'il cherche. Il ne trouverait rien parce que j'étais plus maligne qu'il ne le pensait. Et cette fois, la vieille femme invisible avait un plan. Le mardi matin, Megan est partie pour sa salle de sport, comme toujours. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de ma chambre monter dans sa voiture et s'éloigner dans la rue. Mark était parti travailler 1 heure plus tôt. La maison était vide et silencieuse. J'ai attendu 10 minutes. Puis j'ai appelé Ryan Bridge. Ils sont partis. Vous avez 2 heures. Parfait. Je suis à 5 minutes de là. Soyez prête. Je suis descendu lentement. Je me suis assise dans le salon comme si c'était un jour ordinaire. Mais mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Ryan est arrivé exactement 7 minutes plus tard. Il a frappé doucement à la porte. Il a ouvert rapidement et l'a laissé entrer. « Où est le bureau de votre gendre ?» a-t-il demandé sans perdre de temps. « À l'étage. 2e porte à gauche. » Ryan a monté les marches avec un sac à dos noir en bandoulière. Je suis resté en bas à surveiller par la fenêtre, le téléphone à la main, prêt à appeler si je voyais la voiture de Megan revenir. 40 minutes ont passé, qui m'ont paru durer 40 ans. Enfin, Ryan est redescendu. Son sac à dos semblait plein et son visage était sombre. J'ai trouvé quelque chose, bien plus que ce que j'espérais. Quoi? Des documents, des relevés bancaires, des reçus, le tout caché au fond d'un tiroir verrouillé. J'ai dû le crocheter, mais je l'ai refermé à clé. Ils ne remarqueront rien avant d'essayer de l'ouvrir. J'ai senti mes jambes trembler. Votre fille et votre gendre n'ont pas seulement volé votre argent, Madame Reynolds. Ils ont utilisé votre identité pour ouvrir 3 cartes de crédit. Ils ont accumulé plus de 80 000 $ de dettes à votre nom, et ils prévoient de se déclarer en faillite en utilisant vos informations personnelles. Le monde s'est arrêté. Quoi? S'ils se déclarent en faillite sous votre identité, vous serez ruiné. Vous ne pourrez plus obtenir de crédit. Vous ne pourrez plus louer d'appartement. Votre historique de crédit sera anéanti. Je me suis assise sur le canapé avant de m'effondrer. Mais comment? Comment ont-ils fait ça? Ils ont accès à tous vos documents, votre acte de naissance, votre numéro de sécurité sociale, votre pièce d'identité. Avec cela, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ryan a sorti son téléphone et m'a montré des photos des documents qu'il avait découverts, des demandes de cartes de crédit à mon nom, des relevés comportant des achats que je n'avais jamais faits, des bijoux, des vêtements de marque, des hôtels, des restaurants, 78 000 $ de dettes à mon nom. C'est pire qu'un simple vol, a dit Ryan en rangeant son téléphone. C'est un vol d'identité. C'est un crime fédéral. Il risque des années de prison. Je suis resté à fixer le mur, incapable d'assimiler ce que je venais d'entendre. Ma propre fille, le bébé que j'avais tenu dans mes bras. L'enfant pour qui j'avais accumulé les doubles journées de travail pendant des années pour qu'elle puisse aller dans une bonne école. Elle me détruisait. Madame Reynolds, la voix de Ryan m'a ramené à la réalité. J'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. C'est grave. Très grave. Nous devons agir vite avant qu'ils n'exécutent leur plan. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, nous allons geler votre crédit aujourd'hui même pour qu'ils ne puissent plus rien ouvrir à votre nom. Ensuite, nous allons déposer une plainte officielle auprès des autorités. Et troisièmement, nous allons obtenir un blocage temporaire de leur compte bancaire afin qu'ils ne puissent plus déplacer d'argent. J'ai hoché la tête, encore sous le choc. Ryan s'est levé et s'est approché de la fenêtre. Je sais que c'est difficile. Je sais que ça fait mal, mais j'ai besoin que vous soyez forte. J'ai besoin que vous prétendiez qu'il ne s'est rien passé. Pouvez-vous faire cela? J'ai pensé à Michael. À la façon dont il avait combattu le cancer jusqu'à la dernière seconde. À la façon dont il n'avait jamais abandonné. À la façon dont il m'avait tenu la main la veille de sa mort en me disant « Tu es plus forte que tu ne le crois, Eleanor, ne l'oublie jamais. » J'ai regardé Ryan dans les yeux. Je peux le faire. Il a hoché la tête. Bien. Alors voici le plan. Je vais travailler avec un avocat pour préparer tous les documents juridiques. Je vais contacter les agences de crédit pour geler votre dossier.
Et je vous confie ceci. Il a sorti un petit téléphone portable de son sac à dos. C'est un nouveau téléphone. Neutre, sécurisé. Je suis le seul à avoir le numéro. Si vous devez me parler, utilisez ce téléphone. N'utilisez jamais le téléphone fixe de la maison. Il pourrait surveiller vos appels. J'ai pris le téléphone. Il était simple, démodé, le genre de modèle qui permet seulement d'appeler et d'envoyer des SMS. Gardez-le bien caché. Et effacez toujours l'historique des appels après utilisation. Je le ferai. Ryan a regardé sa montre. Je dois y aller. Votre fille sera de retour dans 30 minutes. Je vous recontacterai. Et rappelez-vous, agissez normalement. Ne leur montrez rien de ce que vous savez. Il est parti aussi silencieusement qu'il était arrivé. Je suis resté seul dans le salon, fixant le téléphone entre mes mains, ressentant le poids de tout ce que je venais de découvrir. Ma fille ne m'avait pas seulement volé mon argent. Elle avait volé mon identité. Elle avait volé mon avenir. Elle me condamnait à une vie de dette et de misère. Et le pire de tout, elle l'avait fait sans le moindre remords. Je suis monté à l'étage. J'ai caché le téléphone tout au fond de mon placard, dans une vieille boîte à chaussures que personne ne touchait jamais. Puis je me suis assis sur mon lit et j'ai pris une grande inspiration. Je devais feindre. Je devais me comporter comme la vieille femme faible et confuse qu'il s'attendait à voir. Une demi-heure plus tard, j'ai entendu la voiture de Megan s'engager dans l'allée. La porte d'entrée s'est ouverte, j'ai entendu ses pas dans l'escalier. Elle a frappé à ma porte. « Maman, tu es réveillée ?»« Oui, ma chérie. »« Entre. » Elle est entrée avec un sac de courses. « Je t'ai apporté du yaourt, celui que tu aimes. » Elle l'a posé sur ma table de chevet. Puis elle s'est assise sur le bord de mon lit. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? » « Mieux. » « Un peu fatigué, mais mieux. » Elle a hoché la tête. Elle m'a regardé avec ses yeux qui étaient autrefois tendres et qui n'étaient plus que calcul, mesure, évaluation. « Maman, j'ai besoin de te demander quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est ? » L'oncle Arthur m'a appelé hier. Il dit qu'il va engager un avocat. Il dit qu'il va enquêter sur le fonds d'investissement. Je vois. Est-ce que tu lui as dit quelque chose ? Est-ce que tu lui as dit que tu nous soupçonnes ? J'ai joué la confusion. Soupçonner ? Je ne comprends pas, ma chérie. Maman, c'est important. Est-ce que tu as parlé de cet argent à quelqu'un ? Est-ce que tu l'as dit à qui que ce soit ? Je n'ai parlé à ton oncle que lors du dîner de Noël, quand il a posé la question. Megan m'a scruté, cherchant le moindre signe de mensonge, la moindre fissure dans ma façade, mais j'avais passé 3 ans à apprendre à être invisible. J'avais perfectionné l'art de ne rien laisser paraître. D'accord, maman. Je voulais juste m'en assurer. Elle s'est levée pour partir, mais avant de franchir le seuil, elle s'est arrêtée. Maman, si jamais quelqu'un vient te poser des questions sur cet argent, sur des documents, sur n'importe quoi, tu ne dis rien. Tu m'as comprise ? Rien du tout. Ce pourrait être des escrocs qui cherchent à te piéger. Je comprends, ma chérie. Bien. Elle a fermé la porte. Je suis resté là, immobile, comptant jusqu'à 100 avant de bouger. Puis j'ai récupéré le carnet sous mon matelas. J'ai ajouté une nouvelle note. 12 janvier, Megan m'a mise en garde de ne parler à personne. Elle a peur. Arthur leur met la pression. Ils sont effrayés. J'ai rangé le carnet. J'ai regardé le chargeur branché sur le mur, la caméra cachée, qui enregistrait tout. Ce soir-là au dîner, Marc m'a à peine regardé. Il a mangé rapidement et s'est enfermé dans son bureau. Megan était tendue elle aussi. Elle se contentait de remuer la nourriture dans son assiette. « Est-ce que quelque chose ne va pas, ma chérie ?» ai-je demandé d'une voix innocente. « Non, c'est juste le travail. »« Beaucoup de stress, maman. » J'ai simplement hoché la tête et j'ai continué à manger ma soupe en silence. Après avoir fait la vaisselle, je suis monté dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte. J'ai sorti le téléphone que Ryan m'avait donné. J'avais un message. Crédit gelé. Avocat contacté. Réunion demain, 15 h. Au cool dîner. Venez seul.
J'ai supprimé le message. J'ai éteint le téléphone. Je l'ai de nouveau caché. Et j'ai souri, car pendant que Megan et Mark dormaient paisiblement, pensant avoir gagné, j'étais en train de construire le piège parfait. Un piège auquel ils ne pourraient pas échapper. Un piège qui leur apprendrait que la vieille femme invisible qu'ils méprisaient depuis des années était en réalité la femme la plus dangereuse qu'ils aient jamais rencontrée. Et cette fois-ci, je ne demanderai pas pardon. Cette fois-ci, j'exigerai justice. Le Hoko dîner se trouvait en plein centre-ville, caché entre de vieux immeubles et des boutiques d'antiquités. Je suis arrivé à 15 heures pile, marchant lentement, regardant derrière moi à chaque pas. Megan pensait que j'étais allé chez le médecin. Je lui avais dit que j'avais un rendez-vous pour faire vérifier ma tension. « Tu veux que je t'y emmène, maman ?» m'avait-elle demandé ce matin-là. « Non, ma chérie. Le médecin est proche. Je peux prendre le bus. » Elle n'avait pas insisté, probablement soulagée de ne pas avoir à m'accompagner. Ryan était déjà installé à une table tout au fond. Avec lui se trouvait un homme d'une 60aine d'années, avec d'épaisses lunettes et une mallette en cuir usé. Ils se sont levés en me voyant arriver. « Madame Reynolds » a dit Ryan. « Je vous présente Howard Mason, expert comptable judiciaire. C'est le meilleur pour les affaires de fraude financière. » Howard m'a tendu la main. Il avait une poignée de main ferme et assurée. « Un plaisir, madame. Ryan m'a mis au courant de votre situation. C'est grave, mais nous avons des options. » Nous nous sommes assis. J'ai conseillé un thé que je n'avais nullement l'intention de boire. Mes mains tremblaient trop pour tenir la tasse. Howard a ouvert sa mallette et en a sorti un épais dossier rempli de papiers. J'ai passé en revue tous les documents que Ryan a récupérés chez vous. Et j'ai également demandé des informations directement à la banque. Voici ce que nous avons trouvé. Il a posé plusieurs feuilles devant moi, des chiffres, des dates, des transactions. Votre fille et votre gendre ont retiré un total de 380 000 $ de votre fonds d'investissement sur une période de 3 ans. Mais ce n'est pas tout. Ils ont ouvert 3 cartes de crédit à votre nom avec des plafonds cumulés de 100 000 $. Ils ont actuellement une dette de 78 000 $. Howard m'a tendu un autre papier. Ils ont également contracté un prêt personnel de 50 000 $ en utilisant votre ancienne maison comme garantie. La maison que vous et votre mari aviez vendue pour payer ses factures d'hôpital. Je ne pouvais plus respirer. Mais cette maison n'existe plus. Nous l'avons vendue. Je sais. Ils ont menti sur la demande. Ils ont dit que vous en étiez toujours propriétaire. Ils ont falsifié les documents de propriété. J'ai fermé les yeux. Chaque révélation était un coup encore plus douloureux. Combien dois-je au total, ai-je demandé d'une voix brisée. 128 000 $, sans compter les intérêts. 128 000 $ de dettes que je n'avais pas créées. 128 000 $ qui allaient détruire ma vie si nous ne faisions rien. Mais il y a de bonnes nouvelles, a continué Howard. Nous avons déjà gelé votre dossier de crédit. Ils ne peuvent plus rien ouvrir de nouveau, et nous avons des preuves plus que suffisantes pour démontrer que ce n'est pas vous qui avez signé ces documents. Nous allons rétablir votre réputation. Combien de temps cela va-t-il prendre ? 2 mois, peut-être 3, mais nous y parviendrons. Ryan s'est penché en avant. Madame Reynolds, voici maintenant la partie importante. Nous avons besoin que vous nous aidiez à tendre le piège final. Quel piège ? Nous allons organiser un dîner de famille. Dans 2 semaines, vous allez inviter votre fille, votre gendre, votre frère Arthur, et tous vos autres parents proches. Vous allez leur dire que vous voulez faire la paix, que vous voulez discuter de la question de l'argent de façon civilisée. Pourquoi ? Pour les démasquer publiquement devant toute la famille, avec des preuves irréfutables. Howard a hoché la tête. Durant ce dîner, nous présenterons tous les documents. Nous montrerons les relevés bancaires, les falsifications, les dettes, et nous leur donnerons 2 options. Soit ils restituent volontairement tout l'argent et font face à des conséquences civiles, soit ils refusent et font face à des poursuites pénales. Un frisson m'a parcouru l'échine. Et s'ils refusent ? Alors nous appellerons la police, a dit Ryan d'une voix froide. J'ai un officier en attente. Un ami qui me doit un service. Il sera devant la maison pendant le dîner. S'il refuse de coopérer, il entre et les arrête sur le champ. J'ai regardé ces 2 hommes.
J'ai vu la détermination dans leurs yeux, la colère contenue, le désir de justice. Vous feriez tout cela pour moi. Howard a souri tristement. Madame Reynolds. Il y a 30 ans, quand ma femme était malade d'un cancer, je n'avais pas d'argent pour ses soins. Votre mari, Michael, m'a prêté $20 000 sans me demander d'intérêt. Il m'a dit de le rembourser quand je le pourrais. Il a sauvé la vie de ma femme. Des larmes m'ont brûlé les yeux. Je n'ai jamais oublié cette gentillesse, a poursuivi Howard. Et quand Ryan m'a dit ce que l'on faisait à la veuve de Michael, j'ai su que je devais aider. Pas seulement pour lui, mais parce que c'est la chose juste à faire. Ryan a pris la parole à son tour. Ma mère a vécu quelque chose de similaire. Mon frère l'a volé, l'a laissé à la rue. Le temps que nous le découvrions, il était trop tard. Elle est morte seule dans un hospice public. Je n'ai jamais rien pu faire pour elle, mais je peux faire quelque chose pour vous. J'ai essuyé mes larmes d'une main tremblante. Merci. Merci à vous deux. Nous avons passé l'heure suivante à planifier chaque détail. La date du dîner, le samedi 28 janvier. Le lieu, la maison de Meghan, car si nous essayions de le faire ailleurs, elle se méfierait. Les invités, Arthur, ma cousine Lorraine, et ma voisine Rita, qui avait toujours été comme une sœur pour moi. Nous avons besoin de témoins, a expliqué Ryan. Des gens qui verront ce qui se passe, des personnes en qui vous avez confiance. Et si Meghan refuse d'organiser ce dîner? Elle ne refusera pas. Vous allez lui dire qu'Arthur insiste, qu'il veut tout régler en famille, sans avocat, sans histoire. Elle voudra cette opportunité. Elle pensera pouvoir manipuler la situation. Howard a sorti d'autres documents. J'ai également besoin que vous signiez ces papiers. Ce sont des autorisations pour nous permettre d'agir en votre nom, d'engager des poursuites, de parler à la banque et de récupérer votre argent. J'ai signé chaque feuille d'une main ferme, plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des années. Quand nous avons terminé, la nuit tombait déjà. J'ai quitté le dîner en me sentant étrangement légère, comme si un poids que je portais depuis des années commençait enfin à se lever. Je suis rentré à la maison en bus. Meghan était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Comment s'est passé le médecin, maman? Bien, il dit que ma tension est meilleure. C'est génial. Nous avons mangé en silence. Mark est rentré tard comme d'habitude, sentant le whisky et la cigarette. Il m'a regardé avec méfiance alors que je passais à côté de lui pour monter l'escalier. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai sorti mon carnet. J'ai écrit chaque détail de la réunion, chaque nom, chaque plan. Et puis j'ai écrit autre chose, dans 2 semaines, tout se termine. Dans 2 semaines, je récupère ma vie. Dans 2 semaines, Meghan et Mark comprendront qu'ils ont sous-estimé la mauvaise personne. Les jours suivants ont été les plus difficiles. Je devais continuer à agir comme si de rien n'était. Continuer à être la vieille femme invisible. Continuer à accepter leurs miettes. Mais désormais, chaque insulte était un carburant. Chaque regard de mépris était une motivation. Chaque fois qu'ils me traitaient comme un déchet, je souriais intérieurement en sachant ce qui se préparait. Le jeudi de cette semaine, j'ai appelé Arthur. Mon frère, je dois te demander un service. Tout ce que tu veux, Eleanor. Je veux organiser un dîner de famille ici, chez Meghan, le 28 janvier. Peux-tu venir? Il y a eu une pause. Arthur a immédiatement compris. C'est le moment. C'est le moment. Je serai là avec tout ce qu'il te faut. Puis j'ai appelé Lorraine, ma cousine. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Eleanor, c'est toi. Oui, Lorraine. Tu me manques. Pourrais-tu venir à un dîner le 28? J'aimerais que nous soyons tous réunis. Bien sûr. Tu vas bien? Tu as l'air différente. Je vais mieux que jamais. Et enfin, j'ai appelé Rita, mon ancienne voisine. Rita, j'ai besoin que tu viennes à un dîner. C'est important. Qu'est-ce qui ne va pas, Eleanor? Tu as des ennuis? Plus maintenant. Mais j'ai besoin que tu sois là. Compte sur moi. Ce soir-là, au dîner, j'ai dit l'air de rien à Meghan, ma chérie, j'aimerais organiser un dîner de famille le 28. Inviter ton oncle Arthur, ta cousine Lorraine, Rita. Pour fêter le fait que nous soyons tous réunis.
Megan m'a regardé, surprise. Un dîner ici? Oui. Arthur insiste. Il dit qu'il veut résoudre cette histoire d'argent en famille, sans avocat, sans histoire, juste en discutant. J'ai vu l'intérêt s'allumer dans ses yeux. La cupidité, l'espoir qu'elle pourrait manipuler la situation à son avantage. Arthur a dit ça? Oui. Il dit qu'il ne veut pas de scandale. Il veut juste comprendre ce qui s'est passé et tourner la page. Mark et Megan ont échangé un regard. Un regard qui disait « Nous pouvons le convaincre. Nous pouvons étouffer l'affaire. » D'accord, maman, a fini par dire Megan. Faisons ce dîner. J'ai souri doucement. Merci, ma chérie. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je suis monté dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte et j'ai laissé échapper un rire silencieux. Le piège était tendu. La scène était prête. Dans 2 semaines, le masque allait tomber. Et Megan et Mark allaient découvrir que la vieille femme qu'ils avaient volée, humiliée et détruite pendant des années était, en fait, leur pire cauchemar. Parce que je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. J'allais faire quelque chose de bien plus dévastateur. J'allais dire la vérité. Les jours précédant le 28 janvier ont défilé au ralenti. Chaque heure me paraissait un jour entier. Chaque minute pesait comme une pierre dans ma poitrine. Mais j'ai continué, un pas après l'autre, une respiration après l'autre. Megan a commencé à préparer la maison avec une nervosité évidente. Elle a nettoyé chaque coin, acheté des fleurs fraîches, changé les draps. Elle a cuisiné des plats coûteux qu'elle ne préparait jamais pour moi. Je veux que tout soit parfait, m'a-t-elle dit la veille. Ton oncle est un homme important. On ne doit pas se ridiculiser. Je me suis contenté de hocher la tête, de lui sourire, agissant comme la vieille femme reconnaissante qu'elle s'attendait à voir. Mark était tendu lui aussi. Je l'ai vu répéter des conversations devant le miroir de son bureau, s'exercer à des explications, préparer des mensonges. Il pensait pouvoir convaincre Arthur que tout cela n'était qu'un malentendu. Le matin du 28, je me suis réveillé avant l'aube. Je suis resté allongé à fixer le plafond, ressentant le poids de ce qui allait se passer. Ce n'était pas de la peur que je ressentais. C'était quelque chose de plus profond, de plus froid. C'était une certitude absolue. Je me suis levé. Je me suis douché. Je me suis habillé avec la seule robe décente que je possédais, une robe grise achetée des années plus tôt pour les funérailles de Michael. Je me suis coiffé soigneusement. Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me faisait face n'était plus celle qui était arrivée dans cette maison il y a 3 ans. Cette femme-là était brisée, perdue, désespérée. La femme d'aujourd'hui avait le regard froid, la mâchoire serrée, le dos droit. Cette femme était prête pour la guerre. Ryan m'avait envoyé un message la veille au soir. Tout est prêt. L'officier sera dehors à 19h. Howard arrivera avec les documents à 19h15. Arthur sait exactement quoi faire. Faites confiance au plan. J'ai supprimé le message. J'ai rangé le téléphone. À 17h, les invités ont commencé à arriver. Lorraine est arrivée la première. Elle m'a serré si fort qu'elle m'a presque coupé le souffle. Eleanor, tu es si mince. Est-ce qu'ils te nourrissent? Je vais bien, ma cousine. Merci d'être venue. Rita est arrivée 15 minutes plus tard. Elle a porté un gâteau qu'elle avait préparé. Elle m'a pris les mains et m'a regardé dans les yeux avec cette intensité que seule elle possédait. « Es-tu sûr de toi ?» a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête. « Alors compte sur moi pour tout ce dont tu as besoin. » Arthur est arrivé à 19h précise. Il a apporté une bouteille de vin coûteuse et ce sourire diplomatique qu'il utilisait dans ses relations d'affaires. Mais quand il m'a regardé, j'ai vu la rage contenue dans ses yeux. La promesse silencieuse de justice. Nous nous sommes tous installés dans la salle à manger. Megan avait dressé une table magnifique, nappe blanche, bougies, porcelaine fine que nous n'utilisions jamais. Tout était parfait en surface. Mais sous cette perfection coulait un courant de tension si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Mark a servi le vin. Nous avons porté un toast. Nous avons mangé le premier plat dans un silence gêné, seulement rompu par de vagues commentaires sur la météo, le travail, les enfants. Megan était un paquet de nerfs.
Elle parlait trop, riait trop fort. Elle remplissait son verre de vin toutes les 5 minutes. Mark essayait d'avoir l'air détendu, mais ses mains tremblaient à chaque fois qu'il levait sa fourchette. C'est Arthur qui a fini par briser la façade. Eh bien, a-t-il dit en posant son verre sur la table avec un bruit sec. Je pense que nous savons tous pourquoi nous sommes réunis ce soir. Le silence s'est fait encore plus lourd. Meghan a tenté de sourire. Oncle Arthur, je pense qu'il y a eu un terrible malentendu concernant le fonds d'investissement de maman. Nous pouvons expliquer. Expliquer, la voix d'Arthur était comme de la glace. Expliquez comment vous avez volé 380 000 $. Expliquez comment vous avez imité la signature de ma sœur. Expliquez comment vous avez ouvert des cartes de crédit en son nom et accumulé près de 80 000 $ de dettes pour elle. Meghan a pâli. Mark a lâché sa fourchette. Nous ne voyons pas du tout de quoi vous parlez, a balbutié Meghan. À ce moment précis, on a sonné à la porte. C'est moi qui me suis levé pour aller ouvrir. Howard Mason se tenait sur le seuil avec sa mallette en cuir et un visage sérieux. Bonsoir, Madame Reynolds. Entre, Howard. Je l'ai conduit dans la salle à manger. Tous les regards se sont fixés sur lui. Bonsoir, a d'un ton professionnel. Je m'appelle Howard Mason. Je suis expert comptable judiciaire et j'ai été engagé pour enquêter sur la fraude financière commise à l'encontre de Madame Eleanor Reynolds. Meghan s'est levée d'un bond. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cet homme? Assieds-toi, Meghan, ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même. Il est temps pour toi d'écouter. Elle m'a regardé comme si j'étais devenu une autre personne, car d'une certaine manière, c'était le cas. Howard a ouvert sa mallette et a commencé à en sortir des documents. Des piles et des piles de papier. Il les a posés sur la table l'un après l'autre. Relevé bancaire du fonds d'investissement. Ici, vous pouvez voir les retraits non autorisés. 40 000 $ le 15 janvier, il y a 3 ans. 35 000 $ le 22 mars de la même année. 50 000 $ le 8 juillet. Il a continué à lire, date après date, montant après montant. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau. Demande de carte de crédit au nom d'Eleanor Reynolds. 3 banques différentes, limite cumulée de 100 000 $. Dette actuelle de 78 000 $. Il a posé d'autres papiers. Ici, nous avons les signatures contrefaites. Vous pouvez constater la différence par rapport à la véritable signature de Madame Reynolds. Ce ne sont même pas de bonnes imitations. Mark a tenté de se lever. C'est ridicule. Nous n'avons pas à écouter cela chez nous. Assieds-toi, a dit Arthur, d'une voix si menaçante que Mark a immédiatement obéi. Howard a poursuivi, nous avons également les reçus des achats, une BMW pour 52 000 $, 2 voyages en Europe pour un total de 30 000 $, une rénovation de cuisine pour 25 000 $, des frais de scolarité en école privée pour 15 000 $ par an. Il a regardé directement Meghan. Tout a été payé avec l'argent de votre mère alors qu'elle mangeait des restes et portait des vêtements d'occasion. Lorraine a eu un hoquet de surprise. Rita m'a serré la main sous la nappe. Meghan a commencé à pleurer. Maman, s'il te plaît. Nous allions te rembourser. Nous avions juste besoin de temps. Les temps étaient durs. Les temps étaient durs. Ma voix sonnait bizarrement. Puissante. Neuve. Les voyages en Europe, c'est quand les temps sont durs. Les voitures de luxe, c'est quand les temps sont durs. Je me suis levé. J'ai contourné la table jusqu'à me retrouver juste en face d'elle. Pendant 3 ans, tu m'as fait me sentir comme un déchet, comme un fardeau, comme si mon existence était un problème. Tu m'as dit que je ne produisais rien. Que j'étais un poids pour cette famille. Meghan sanglotait. Maman, pardonne-moi. Et pendant tout ce temps, vous viviez avec mon argent. L'argent que mon frère avait placé là pour que je puisse avoir de la dignité. Pour que je n'ai jamais à dépendre de personne. Mark a tenté de parler. Eleanor, nous pouvons tout rembourser. Nous pouvons mettre en place un plan de paiement. Nous pouvons. Un plan de paiement? Arthur a lâché un rire amer. Avec quel argent? L'argent que vous avez déjà volé? Howard a sorti un autre document. Voici la liste complète des biens achetés avec l'argent volé.
La voiture, les meubles, les bijoux. Tout peut être saisi et vendu pour récupérer une partie des fonds. Megan m'a attrapé le bras. Maman, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous faire ça. Pense aux enfants. Pense à tes petits-enfants. Je l'ai regardé. J'ai vu son visage baigné de larmes, ses yeux suppliants, et je n'ai rien ressenti. Rien d'autre qu'un froid absolu. J'ai pensé à la famille chaque jour où j'ai eu faim dans cette maison. J'ai pensé à la famille chaque fois que tu m'as fait me sentir invisible. J'ai pensé à la famille chaque nuit où j'ai pleuré dans ma chambre, en me demandant pourquoi ma propre fille me détestait autant. J'ai dégagé mon bras de son étreinte. Mais toi, tu n'as jamais pensé à moi. Pas une seule fois. Arthur s'est levé. Vous avez deux options. Option 1, vous signez un accord dès maintenant pour rembourser chaque centime sous 6 mois. Vous vendez la voiture. Vous vendez les bijoux. Vous prenez une hypothèque sur cette maison s'il le faut. Et en plus de cela, Eleanor intente un procès civil qui vous obligera à payer des dommages-intérêts. Il a fait une pause. Option 2, vous refusez, et nous appelons la police qui attend dehors. Vous serez arrêté pour fraude, falsification et vol d'identité. Ce sont des crimes fédéraux. Vous irez en prison pour 10 ans. Le silence qui a suivi était assourdissant. Megan a regardé Mark. Mark fixait le sol. La police est dehors, a chuchoté Megan. Oui, ai-je répondu. Et ils attendent mon signal. Lorraine et Rita observaient en silence. Témoins de la chute de deux personnes qui s'étaient crues plus malignes qu'une vieille femme. Mark a été le premier à parler. Nous allons signer l'accord. Megan l'a regardé avec horreur. Quoi? Non. C'est notre maison. Nous ne pouvons pas. Megan, a crié Mark. Nous risquons la prison. Tu comprends ça, la prison? Elle s'est effondrée sur sa chaise, pleurant de manière incontrôlable. Howard a présenté l'accord déjà rédigé. Il l'a posé devant eux avec un stylo. Signé ici, ici, et là. Mark a signé le premier. Sa main tremblait tellement qu'il arrivait à écrire à peine. Megan a mis plus de temps. Elle fixait le papier comme s'il s'agissait de sa condamnation à mort et d'une certaine façon, c'était le cas. Finalement, elle a signé. Howard a rassemblé les documents. Cet accord est juridiquement contraignant. Si vous manquez un paiement, vous serez poursuivi automatiquement. Il n'y aura pas de seconde chance. Il est parti sans un mot de plus. Je suis resté debout, regardant ma fille. Regardant mon gendre, brisé, humilié, détruit, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 3 ans, la paix. La pièce a été plongée dans un silence si lourd qu'on pouvait le sentir sur sa peau. Personne n'a bougé pendant ce qui a semblé être des heures, mais qui n'a duré que quelques secondes. Le son des sanglots de Megan remplissait l'espace comme une musique déformée et cruelle. Mark avait la tête entre les mains, cachant son visage face à la honte qui le consumait. Arthur a été le premier à rompre cet instant suspendu. Il s'est levé de sa chaise avec des mouvements lents et délibérés. Il s'est approché de moi et a posé sa main sur mon épaule. Il n'avait pas besoin de parler. Sa présence suffisait. C'était le soutien dont j'avais manqué pendant si longtemps. C'était la vraie famille qui ne m'avait jamais abandonné, même lorsqu'il se trouvait à des milliers de kilomètres. Lorraine s'est levée elle aussi. Elle est venue vers moi les yeux pleins de larmes, mais avec une expression de fierté que je n'oublierai jamais. Elle m'a serré fort dans ses bras, sans un mot, car les mots n'auraient pu décrire ce qui se passait. Rita est restreinte assise, mais ses yeux me suivaient avec un mélange d'admiration et de tristesse. Elle savait mieux que quiconque ce qu'il m'avait fallu pour en arriver là. J'ai regardé Megan, ma fille, l'enfant que j'avais élevé dans mes bras, à qui j'avais appris à marcher, à lire, à être forte, et aujourd'hui elle était là, brisée par ses propres décisions, détruite par sa propre cupidité. Une partie de moi voulait éprouver de la pitié. Une partie de moi voulait aller vers elle et la serrer dans mes bras comme je le faisais lorsqu'elle était petite et qu'elle faisait des cauchemars. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été humiliée et rabaissée pendant 3 longues années, restait ferme comme un roc. Les documents signés reposaient sur la table, preuve tangible de la trahison, preuve irréfutable de ce qu'ils avaient fait. Chaque signature était un aveu. Chaque initiale était une admission de culpabilité.
Il n'y avait plus d'échappatoire désormais. Il n'y aurait aucun moyen d'effacer ce qu'il venait de reconnaître devant témoin. Marc a enfin relevé la tête. Son visage était pâle, émacié, comme s'il avait vieilli de 10 ans en une seule nuit. Il m'a regardé avec un mélange de haine et de peur. De la haine parce qu'il avait été vaincu. De la peur parce qu'il savait que sa vie telle qu'il la connaissait était terminée. La BMW devrait être vendue. Les bijoux devraient aller chez le prêteur sur gage. La maison devrait être hypothéquée. Tout ce qu'ils avaient construit avec mon argent volé allait s'effondrer comme un château de cartes. Mégane pleurait toujours, mais ses larmes ne m'affectaient plus. J'avais trop pleuré de nuit seule dans ma chambre, tandis qu'elle dormait paisiblement dans son lit coûteux, acheté avec mon avenir volé. J'avais versé toutes mes larmes, me sentant comme un fardeau inutile, pendant qu'elle planifiait son prochain voyage en Europe avec mon argent. Il ne restait plus aucune compassion en moi pour ces fausses larmes. Arthur a soigneusement rassemblé les documents sur la table comme s'il s'agissait d'objets sacrés. Il les a rangés dans sa mallette avec des gestes précis. Ces papiers étaient bien plus que de simples contrats. Ils étaient ma liberté. Ils étaient ma dignité retrouvée. Ils étaient la preuve que je n'étais pas folle, que je n'étais pas une vieille femme confuse, que j'avais bel et bien été la victime d'un crime calculé et cruel. Le dîner que Mégane avait préparé avec tant de soin restait intact sur la table. Les assiettes de prix, les bougies élégantes, la nappe fine, tout cela n'était qu'une façade. Un mensonge de plus dans une vie bâtie sur des mensonges. De la nourriture achetée avec de l'argent volé. Des décorations payées par ma souffrance. Je me demandais combien de fois j'avais mangé à cette même table, avec le sentiment de ne pas mériter d'y être, pendant qu'il profitait de luxe financé par ma détresse. Rita s'est finalement levée et s'est dirigée vers la cuisine. J'ai entendu l'eau couler, le bruit des assiettes. Elle nettoyait, faisait quelque chose de productif au milieu de ce chaos émotionnel qui remplissait la maison. C'était sa façon de me soutenir, sa façon de me dire qu'elle était là pour tout ce qui serait nécessaire. Lorraine l'a suivie après un moment. Les deux femmes travaillaient en silence, me laissant l'espace nécessaire pour assimiler ce qui venait de se passer. Marc s'est levé de table avec des gestes maladroits. Il s'est dirigé vers la fenêtre et est resté là, à regarder la rue sombre, apercevant probablement la voiture de police qui attendait dehors, rappel constant de la façon dont ils avaient frôlé la prison. Le rappel qu'ils pouvaient toujours y finir s'ils ne respectaient pas l'accord qu'ils venaient de signer. Mégane a fini par s'arrêter de pleurer. Elle est restée assise là, le regard vide, les yeux rouges et gonflés, le maquillage étalé. C'était un spectacle pitoyable, une image bien différente de la femme confiante et arrogante qui m'avait traité comme un déchet pendant des années. Le pouvoir avait changé de camp, et elle le savait. Elle n'était plus la reine absolue de cette maison. Elle n'était plus celle qui fixait les règles. À présent, elle était une débitrice, une criminelle, épargnée par Clémence. Arthur s'est de nouveau approché de moi. Il a parlé doucement, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. Il m'a annoncé qu'il avait loué un appartement pour moi, un endroit petit mais digne en plein centre-ville, meublé, payé pour 6 mois, un endroit où je pourrais vivre en paix pendant que toute la procédure légale de récupération de l'argent serait réglée. Un endroit où je n'aurais plus jamais à me sentir comme un fardeau. Les mots de mon frère étaient comme un baume sur des plaies ouvertes. Mon propre appartement. Un espace où je pourrais fermer la porte et savoir que personne ne me ferait me sentir coupable d'exister. Un endroit où je pourrais cuisiner sans mesurer chaque gramme de nourriture. Où je pourrais prendre une douche chaude sans m'inquiéter. Où je pourrais simplement être. J'ai regardé ce salon où j'avais passé 3 ans de ma vie. 3 ans qui m'avaient semblé en durer 30. Chaque recoin abritait un souvenir douloureux. Le coin où Mégane m'avait crié dessus pour avoir laissé une lumière allumée. Le canapé où je m'asseyais en silence en essayant d'être invisible. La table où je mangeais des restes pendant qu'il profitait de repas complets. Cet endroit n'avait jamais été mon foyer. C'était ma prison. Je suis monté lentement à l'étage. Chaque marche était un pas vers ma liberté. Je suis entré dans ma chambre pour la dernière fois en tant que résidente de cette maison. J'ai regardé le lit où j'avais dormi tant de nuits infinies remplies de larmes. Le placard avec mes vieux vêtements usés. La fenêtre depuis laquelle j'avais regardé dehors tant de fois, en souhaitant être n'importe où ailleurs. J'ai sorti ma valise du fond du placard, la même valise que j'avais apportée le jour de mon arrivée dans cette maison après les funérailles de Michael.
J'ai commencé à plier lentement mes vêtements, rangeant chaque article avec soin. Je n'avais pas grand-chose. 3 robes, quelques chemisiers, des sous-vêtements rapiécés, des chaussures usées. C'était tout ce que je possédais dans le monde matériel. Mais j'avais désormais quelque chose de bien plus précieux, j'avais retrouvé ma dignité. J'ai également emporté les quelques photographies que j'avais. Michael et moi pour notre anniversaire de mariage. Meghan bébé. Mes parents dans leur jeunesse. Les souvenirs d'une époque où la famille signifiait l'amour, pas la trahison. Les souvenirs du temps où Meghan me regardait avec admiration, et non avec mépris. Le carnet où j'avais tout consigné pendant ces semaines a lui aussi trouvé sa place dans la valise. Ces pages contenaient la preuve de mon réveil. La transformation d'une victime en combattante. L'évolution d'une femme brisée en une femme vengée. Un jour, peut-être, le relirai-je et serai-je surprise de ma propre force. Je suis descendu avec ma valise. Arthur l'a prise de mes mains avant que je ne puisse protester. Lorraine et Rita attendaient déjà près de la porte. Elles avaient fini de nettoyer la cuisine. Elles avaient effacé les traces de ce dîner qui n'avait jamais été terminé. Ce dîner qui s'était transformé en procès. Meghan était toujours assise sur la même chaise. Elle n'avait pas bougé. Elle n'avait pas essayé de m'arrêter. Peut-être savait-elle qu'elle n'en avait pas le droit. Peut-être avait-elle enfin compris qu'elle avait franchi une ligne qui ne pourrait plus être effacée. Marc restait près de la fenêtre, comme une statue. Je me suis avancé vers la porte. Je me suis arrêté un instant. Je me suis retourné et j'ai regardé ma fille une dernière fois ce soir-là. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Tout ce qui devait être dit l'avait été. Tout ce qui devait être fait avait été fait. Je suis sorti de cette maison la tête haute. L'air froid de la nuit a frappé mon visage et j'ai eu l'impression de pouvoir respirer profondément pour la première fois depuis des années. La voiture de police était toujours là. L'officier m'a fait un signe de tête. Son intervention ne serait pas nécessaire ce soir, mais sa présence avait été essentielle. Le rappel silencieux de conséquences réelles. Arthur a ouvert la portière de sa voiture. Je suis monté. Lorraine et Rita se sont installées à l'arrière. Alors que nous nous éloignions, je n'ai pas regardé en arrière. Il ne restait plus rien pour moi là-bas. Rien d'autre que le passé. Et je roulais vers l'avenir. Un avenir qui, pour la première fois en 4 ans, n'appartenait qu'à moi. La bataille juridique qui a suivi a été exactement ce que Howard et Ryan avaient prédit, brutale mais rapide. Meghan et Mark, confrontés à des preuves accablantes, n'ont eu d'autre choix que de se soumettre. La BMW a été vendue aux enchères. Les bijoux ont été évalués et achetés par un courtier. Ils ont contracté une seconde hypothèque sur leur maison et une maison désormais entachée de fraude pour rembourser la somme globale des $380 000 qu'ils avaient volés dans le fond. Cela a pris 4 mois. 4 mois de procédure judiciaire, de saisie de biens et de médiation tendue. Pendant ce temps, j'ai vécu dans le petit appartement du centre-ville qu'Arthur avait loué pour moi. C'était calme, c'était sûr, et c'était à moi. J'ai appris à apprécier le silence, à cuisiner de nouveau pour moi-même, à m'asseoir près de la fenêtre avec une tasse de thé et à lire pendant des heures sans interruption. Howard Mason, fidèle à sa parole, a travaillé sans relâche pour rétablir ma réputation. Il a déposé des rapports auprès des 3 agences de crédit détaillant l'usurpation d'identité. Il a présenté la confession signée et le rapport de police. Une à une, les dettes frauduleuses ont été effacées de mon dossier. Les $78 000 de dettes de carte de crédit, le prêt personnel de $50 000, tout a disparu. Mon dossier de crédit, qui avait été détruit, s'est lentement rétabli. Arthur me rendait visite une fois par mois, arrivant de Miami par avion. Il m'emmenait dîner dans de bons restaurants et nous parlions vraiment, pour la première fois depuis des décennies. Nous parlions de notre enfance, de nos regrets et de l'avenir. Jamais il ne m'a fait me sentir comme un fardeau. Il me faisait me sentir comme sa sœur. Rita et Lorraine étaient mes compagnes constantes. Elles passaient m'apporter des courses ou simplement pour bavarder. Nous avons formé un petit cercle de femmes fortes, qui comprenaient ce que signifiait endurer. Je n'ai jamais eu de nouvelles directes de Meghan. Les seuls échanges passaient par son avocat. Il n'y a pas eu d'excuses, pas de lettre de remords, aucune tentative de me voir ou de demander pardon. Son silence était, à sa manière,
l'aveu final. Il confirmait que le mépris que j'avais vu dans ses yeux ce soir-là était bien réel. Elle n'était pas désolée de ce qu'elle avait fait. Elle regrettait simplement d'avoir été prise. Je pensais parfois à mes petits-enfants. Les garçons que j'avais aidés à élever me manquaient. Mais je savais que les voir signifiait revoir Meghan et Mark, et c'était un pont que je n'étais pas prête à franchir. La toxicité était trop profonde, la blessure trop grave. Au bout de 6 mois, l'argent a été entièrement récupéré et replacé dans mon fonds d'investissement, qu'Howard gérait désormais pour moi. Le procès civil s'est réglé, Meghan et Mark devant verser une somme supplémentaire pour dommages-intérêts, ce qui a couvert tous mes frais de justice et le loyer de l'appartement. J'avais un choix à faire. Je pouvais partir à Miami avec Arthur, ou rester. J'ai choisi de rester. J'ai utilisé une partie de l'argent de l'accord pour payer la compte de mon propre petit appartement, non loin de chez Rita. C'était la première maison dont j'étais propriétaire, toute seule. Je l'ai meublée lentement avec des éléments que j'avais choisis, pas avec des restes. J'ai peint les murs d'un jaune doux. J'ai aménagé un petit jardin sur le balcon. C'est devenu mon sanctuaire. Un jour, environ 1 an après ce dîner, je faisais du bénévolat au centre communautaire local quand j'ai vu un dépliant, un groupe de soutien pour les personnes âgées confrontées à l'abus financier. Je suis resté de longs moments à le regarder. Puis je me suis rendu à la réunion. Je me suis assise dans le cercle et j'ai écouté des histoires qui ressemblaient de façon déchirante à la mienne. Et quand est venu mon tour, j'ai parlé. J'ai raconté mon histoire. Je ne le savais pas encore, mais ma vie venait de trouver un nouveau but. Je suis devenu une porte-parole, une voix pour les vieilles personnes invisibles qu'on réduisait au silence et qu'on dépouillait au sein de leur propre famille. J'ai travaillé avec Ryan et Howard, qui m'orientaient désormais vers de nouveaux cas. J'aidais les autres à trouver les ressources nécessaires pour se défendre. Je n'ai plus jamais revu Meghan ni Mark. Rita m'a dit qu'ils avaient vendu leur maison, celle achetée avec mon argent, et avaient déménagé dans un autre état. Ils avaient dû réduire leur train de vie, leur vie de luxe s'étant envolée. La justice ne résidait pas dans leur punition, mais dans ma libération. J'ai vécu encore 15 ans. 15 ans de paix, de dignité et de sens. J'ai voyagé. J'ai peint. J'ai ri avec mes amis. J'ai conseillé mon frère sur ses dons de bienfaisance. Je suis devenue la femme que j'avais toujours été destinée à être, pas celle qu'ils avaient tenté de faire de moi. Quand je suis morte à 87 ans, j'étais dans mon propre lit, dans mon propre foyer, entouré de photos de Michael, d'Arthur, de Rita et de Lorraine. J'ai légué la totalité de mes biens à ce fonds qui avait été la source de tant de douleur et, finalement, de ma libération au centre de lutte contre la maltraitance des personnes âgées que j'avais aidé à créer. Mon histoire n'était pas une affaire d'argent. Elle n'avait jamais été une affaire d'argent. C'était une affaire de signature. C'était de savoir quel nom avait de la valeur. Ils pensaient pouvoir effacer le mien et écrire le leur par-dessus, mais ils se trompaient.